Bonsoir, mardi 26 janvier, bienvenue dans le journal de TV78, une édition pour faire le tour de l'actualité locale. Voici les titres. Journée de mobilisation dans l'éducation nationale, 6 organisations syndicales d'enseignants appelaient à la grève aujourd'hui. Motif dénoncer leurs conditions de travail et demander des revalorisations salariales. Un mouvement auquel se sont joints des parents d'élèves pour protester contre la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. Un représentant de la FCPE Yvelines sera notre invité. Elle a été en proie aux flammes le 31 juillet 2019. La halle du marché de Maurepas est en cours de destruction. Le chantier a démarré il y a 2 semaines. Pour remplacer l'édifice, une concertation a été menée auprès des habitants et des commerçants. Elle s'est terminée tout récemment. Et puis le sport avec le Vendée Globe qui arrive bientôt à son épilogue. Louis Burton fait route vers les Sables d'Olonne où il devrait arriver prochainement. Le skipper de Rambouillet fait la course en tête pour tenter de remporter l'Everest des mers. Nous serons sur place à la fin de ce journal. Et aujourd'hui se tenait aussi l'audience suite au recours déposé à Trappes pour faire invalider le résultat de l'élection municipale. Le verdict du tribunal administratif de Versailles sera rendu le 2 février prochain. Réaction à suivre dans ce journal. En cette journée de mobilisation sociale, cette information plutôt liée à la crise sanitaire. Depuis hier soir, le collège Alexandre Dumas de Maurepas est fermé. Il le restera encore pendant plusieurs jours. Une décision suite à la révélation sur place de plusieurs cas de Covid-19. On ne sait ni le nombre, ni s'il s'agit d'élèves ou de professeurs. L'Académie de Versailles, joint par nos soins, n'a pas souhaité communiquer sur ces informations. Elle nous a indiqué par ailleurs qu'un dépistage de masse était organisé en fin de semaine. Le collège Alexandre Dumas de Maurepas comptait lors de la dernière année scolaire 637 élèves. Ils demandent une amélioration de leurs conditions de travail et une revalorisation salariale également. Les enseignants étaient en grève aujourd'hui à l'appel de 6 syndicats. À Guyancourt, ils étaient plus de 70 ce matin se rassembler devant les locaux des services départementaux de l'éducation nationale. Et d'après l'Académie de Versailles, justement, 12,4% des enseignants ont débrayé aujourd'hui dans le territoire de l'Académie, une estimation donnée à 11 heures. Parmi les autres revendications, l'augmentation du budget de l'éducation nationale ou encore la réouverture des installations sportives pour les cours de PS. Écoutez ces propos recueillis sur place par Patrick Jacques de Dixmude et Bichente Marien Santisteban. Il y a aussi une revendication générale sur une vraie revalorisation. Là, pour l'instant, les mesures qui sont proposées par le Grenelle de l'éducation ne sont que des demi-mesures et ne permettent pas de rattraper la perte de pouvoir d'achat depuis 30 ans. On attend déjà l'amorce d'un dialogue au minimum, à minima. On est face à une administration dans l'éducation nationale qui évolue dans son univers, dans sa galaxie, qui a coupé tous les ponts, contrairement à ce qu'elle peut dire avec les acteurs classiques du dialogue. Les manifestants mobilisés dans toute l'Île-de-France ce matin se sont réunis cet après-midi devant la station Luxembourg à Paris. Des infirmiers et des médecins scolaires étaient également présents pour contester le projet de loi visant à les transférer sous la tutelle départementale. Ce mardi, des parents d'élèves étaient également dans la rue. On en parle avec Corinne Grotter qui est avec nous par visioconférence. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de la FCPE Yvelines, principale fédération de parents d'élèves qui demande notamment aux autorités sur cette journée, c'est pour ça qu'elle était en grève également, de mieux gérer la crise sanitaire. Le mal-être est général, Corinne Grotter, quand on voit dans la rue qu'il y avait aujourd'hui des enseignants, des parents d'élèves, des infirmières scolaires également. Oui, le malaise est général dans l'éducation nationale. Ça fait 1 an que nous vivons une crise sanitaire et aujourd'hui, les élèves sont sans doute les plus touchés. On a différents points de vue là-dessus qui est fait. La santé mentale, entre guillemets, des élèves est compliquée et il faut se donner les moyens, même en période de crise, de pouvoir faire en sorte que leurs apprentissages ne soient pas mis au rabais. On parlera tout à l'heure peut-être encore de la santé mentale des élèves. Justement, pourquoi dénoncer la gestion de la crise sanitaire dans les écoles? Qu'est-ce qui n'a pas été bien géré, selon vous? Alors, très clairement, ce qui n'a pas été bien géré, ça a été la transition qu'on a pu faire en distanciel. Les écoles n'étaient pas prêtes, les élèves n'étaient pas prêts et ne le sont pas encore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des élèves en lycée qui n'ont pas de matériel ou pas de connexion. Donc, c'est quand même très difficile de faire un 50% en présentiel et donc 50% en distanciel sans aucune connexion et sans aucun matériel informatique.
Ça, c'est la base même. Oui. Et puis, on a aussi des moyens humains qu'il manque aujourd'hui, c'est-à-dire un nombre plus important d'enseignants pour peut-être faire des demi-groupes, une demande de formation des enseignants sur des outils numériques qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Donc, effectivement, cette crise touche tout le monde, y compris l'éducation nationale, mais il y a des choses à faire dans l'éducation nationale qu'on ne fait pas encore. Ça, ce sont aussi des informations qui vous sont remontées par les parents d'élèves dans le département des Yvelines. Dans chaque lycée, je peux vous dire qu'il y a des élèves qui se retrouvent sans matériel informatique, en tout cas digne de ce nom, c'est-à-dire pas juste un portable. Effectivement, la région tente de combler ce manque, mais nous, on a même été amenés à donner dans certains lycées ou à certains élèves du matériel informatique qu'on avait trouvé dans des entreprises privées. On en est là, parce que l'éducation nationale ne pouvait répondre à la demande de ce manque de matériel. Que demandez-vous aujourd'hui? Justement, c'est que davantage de moyens soient mis en œuvre pour les écoliers, pour les lycéens. Absolument. Davantage de moyens. Reconnaître la difficulté aujourd'hui de la crise sanitaire pour les lycéens et donner un maximum de chance à ces élèves, encore une fois, qui vivent 2 années scolaires avec des règles qui changent tous les mois, avec des professeurs qui font pour certains des visios, pour d'autres pas du tout, qui font pour certains... voilà, on a quand même une méthode de travail. Les élèves ont une adaptabilité que moi, j'admire profondément, parce que changer à nous, adultes, nos méthodes de travail comme ça, je suis pas sûre qu'on aurait réellement accepté. On relayait d'ailleurs hier, Corinne Grotter, dans ce journal, une nouvelle hausse des chiffres de contamination dans les Yvelines. La situation n'est pas également bonne au niveau national, avec la situation des différents variants qui inquiètent. Du coup, un 3e confinement est évoqué. C'est en tout cas l'un des scénarios sur la table du gouvernement en ce moment, qui doit se réunir demain pour un conseil de défense. Un 3e confinement avec une forme encore à définir. Alors, s'il y a 3e confinement, est-ce que ce sera avec ou sans la fermeture des écoles? Ça avait été le cas, on le rappelle, pendant le 1er confinement l'an passé, en mars. Votre avis sur la question, est-ce que vous craignez justement une nouvelle fermeture des écoles? Bien sûr, bien sûr. La fermeture des écoles a quand même entraîné aussi une fracture importante au sein des élèves et surtout à amplifier les inégalités, ce qui est un vrai problème français, les inégalités scolaires. Sur les cas de Covid que vous citez, sur notre département, on a 509 cas de Covid avérés dans les écoles. On a 340 et quelques élèves qui, effectivement, ont été contaminés, contre 140 profs. Donc, on n'est pas non plus à avoir des élèves très nombreux qui aujourd'hui sont affectés. Après, toute la difficulté réside entre quelles mesures sanitaires nous devons prendre pour les préserver, mais quel enjeu aussi doit-on avoir et doit-on penser pour pouvoir les préserver aussi mentalement. Un élève qui ne va plus au lycée, qui ne va plus au collège, qui ne va plus à l'école, c'est un élève qui n'a plus de relations sociales. C'est dramatique pour des enfants. Et ça, il faut y penser aussi au-delà de mesures sociales. On l'a compris, des conséquences qui ne seraient pas bonnes sur les enfants, et on l'avait déjà constaté, vous parliez tout à l'heure de la santé mentale notamment des enfants lors de ce premier confinement qui avait eu lieu donc en mars, et on rappelle que lors du dernier confinement, c'était en novembre, le gouvernement avait pris la décision de maintenir les écoles ouvertes. Merci Corinne Grotter d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes la présidente de la FCPE 78, la FCPE, principale fédération de parents d'élèves. Par ailleurs, en lien avec l'épidémie de Covid-19, on a appris que les visites aux patients étaient suspendues au centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye. Dès aujourd'hui, une décision par mesure de précaution devant la contagiosité du virus, indique l'établissement. Et des visites qui sont suspendues sur les 2 sites de l'établissement à Poissy et Saint-Germain-en-Laye. Et justement, avec la crise sanitaire, beaucoup d'innovations ont émergé. L'une d'elles a été créée à Saint-Quentin en Yvelines. C'est une tente repliable en urgence pour accueillir des patients positifs au Covid-19. Les précisions dans ce reportage d'Éléonore Sinoquet. Déployable n'importe où, en 40 minutes maximum et ultra légère, c'est la petite révolution de la start-up Air Captif. Basée à Trappes et créée en 2017, elle conçoit une chambre blanche sous forme de tente basée sur la technologie des voiles de kitesurf. Une idée venue avec la pandémie.
La crise sanitaire a été en fait un accélérateur pour nous parce que le monde du médical, c'était un monde qu'on ne voulait pas trop aborder compte tenu des certifications qu'il y avait à faire. C'est quelque chose qui est long et coûteux. Cette tente reprend une de nos structures qui est gonflable et on vient suspendre la partie vinyle et salle blanche à travers cette structure gonflable et on vient mettre en dépression ou en surpression grâce à une partie HVAC, donc toute la ventilation qui permet de stériliser entre guillemets la salle. Pour rendre stérile cette tente et l'adapter à l'accueil de patients Covid, Air Captif s'est appuyé sur l'expertise du groupe Orano, situé à Saint-Quentin en Yvelines, et sur sa technologie d'atmosphère contrôlée. Une innovation conçue en 8 jours par les deux entreprises. Alors atmosphère contrôlée, c'est que ça permet en fait de démontrer que l'air présent dans la chambre est vraiment contrôlé, c'est-à-dire que dans le cadre du virus par exemple, du Covid, on a pu démontrer au cours des essais qu'on arrivait à filtrer 99% des particules, et donc 99% des particules qui sont rejetées de l'extérieur, de l'intérieur de la chambre vers l'extérieur sont filtrées. Depuis son implantation à Trappes, Air Captif n'a cessé de se développer, mais la start-up rencontre un problème de taille, elle n'arrive pas à recruter. On a des difficultés parce que tout simplement ce sont des métiers où il n'y a pas de formation, donc les métiers de la soudure haute fréquence et la partie couture, métier qui s'est un peu perdu en France, et en plus on fait de la couture type voilerie, c'est pas de la couture pour les vêtements, donc ça rajoute une difficulté. L'entreprise forme donc elle-même ses employés. Entre 3 et 6 mois sont nécessaires. Actuellement, Air Captif compte 23 collaborateurs. Elle souhaite recruter entre 30 et 35 personnes en 2021. Objectif, répondre à l'augmentation de son activité. Dans le reste de l'actualité, une intervention des forces de l'ordre place Royale à Versailles ce mardi dans la matinée. Un homme d'environ 70 ans retraité s'était retranché chez lui, un appartement du 3e étage de la résidence Newton que vous voyez à l'image. Connu pour des troubles psychiatriques, il était armé de plusieurs couteaux. C'est sa femme qui a donné l'alerte aux autorités en quittant le domicile avec ses enfants. En plus des policiers et des pompiers, 2 négociateurs du raid ont été dépêchés sur place. Finalement, l'individu s'est rendu après 2 heures de négociation vers midi. Aucun coup de feu n'a été tiré durant l'opération. À Versailles, toujours ce matin, cette audience au tribunal administratif. Nouvelle étape dans l'affaire qui oppose le nouveau maire de Trappes, Ali Rabet, à son principal opposant, Othman Nasrou, à propos du scrutin municipal de 2020. Ce dernier avait déposé un recours pour faire invalider le résultat de cette élection municipale dont le second tour avait eu lieu en juin dernier. Ce mardi, un rapporteur public indépendant a rendu un avis sur la validité de l'élection et sur le rejet des comptes de campagne d'Ali Rabet. Il a estimé que le scrutin était valide. Le jugement, lui, du tribunal administratif sera rendu le 2 février. On écoute les réactions au micro d'Astrid Bergère. Monsieur Nasrou est un peu comme Donald Trump, il n'accepte pas sa défaite et il essaye devant les tribunaux de refaire l'élection municipale. Et le rapporteur public aujourd'hui a conclu dans le même sens que mon avocat et a sur tous les points rejeté les griefs de monsieur Nasrou. C'est pas encore le jugement définitif, dans quelques jours le tribunal se prononcera, mais de la même façon que depuis des semaines je suis serein, je suis aujourd'hui très optimiste et je ne doute pas que le tribunal administratif rendra le droit et dira que cette élection a été parfaitement honnête. Il a été dit qu'il y a eu une irrégularité durant cette campagne électorale et cette irrégularité qui est grave à mon sens fera maintenant l'objet de l'appréciation du tribunal. Moi je respecte les procédures en justice, il lui appartient de s'expliquer et c'est le tribunal qui dira si oui ou non il y a eu un manquement grave aux règles électorales et c'est ce que moi je pense et ce que j'ai dit d'ailleurs avant même le résultat du scrutin. On se souvient de cette campagne qui avait été malheureusement très violente, donc j'attends très sereinement la décision du tribunal que naturellement je respecterai parce qu'il n'y a rien de plus important évidemment que les décisions de justice. Et si le tribunal administratif statue sur une validité de l'élection, Othman Nasrou n'exclut pas de faire appel de la décision devant le Conseil d'État. À Maurepas, rappelez-vous, c'était le 31 juillet 2019. La halle du marché était en proie à un violent incendie. Après le choc, le temps a été à la réflexion. Une concertation a été menée auprès des commerçants et des clients. Et depuis 2 semaines, la structure est d'ailleurs en cours de destruction. On fait le point avec Mélanie Poquet. La halle du marché n'existe plus. Depuis plus d'1 semaine, les ouvriers s'attellent à la destruction de la structure morpasienne. Des travaux qui auraient dû débuter en novembre dernier. Ça avance bien, ce qui nous permet de déconstruire notre marché qui avait subi l'incendie et de procéder, comme on peut le voir derrière nous, donc au tri des matériaux, le bois d'un côté, les métaux ferreux de l'autre et tout ce qui est donc pierre.
La halle du marché accueillait une quarantaine de commerçants. Elle a été touchée par un incendie dans la nuit du 30 au 31 juillet 2019. Pour beaucoup de Morpasiennes ou Morpasiens, la vision encore de cette halle incendiée restait quelque chose de pénible. Donc là, enfin, une nouvelle page va pouvoir s'écrire. La concertation auprès des habitants, des commerçants et des clients s'est terminée en fin d'année 2020. Si les plans du futur marché ne sont pas encore dessinés, la ville souhaite qu'ils soient couverts et que les étals restent fixes. Nous parlions tout à l'heure de la perspective d'un nouveau confinement qui se présente. C'est en tout cas l'un des scénarios sur la table pour le gouvernement. Les restaurants, de leur côté, sont déjà fermés depuis plusieurs semaines et devraient le rester encore pendant plusieurs semaines. Aucune date de réouverture n'a été communiquée pour l'heure. Alors les chefs cuisiniers s'organisent. Samedi dernier, des ventes à emporter étaient organisées sur le marché de Versailles, place Saint-Louis. Le reportage de Célia Gatsongo et d'Éléonore Sinoquet. Samedi, jour de marché hebdomadaire à Versailles et sur la place Saint-Louis des stands de restaurateurs, l'opération nationale Place au Resto, lancée il y a plus d'un mois, est organisée par Métro France et des fédérations professionnelles en partenariat avec les mairies. Le dispositif permet aux restaurateurs de pouvoir venir les jours de marché avec des emplacements gratuits pour vendre des plats chauds à emporter. Nous, on fait des opérations qui leur permettent de survivre. Et puis le click and collect, c'est pas non plus la panacée, mais au moins ça permet d'avoir une visibilité, ça permet aussi de respirer un peu. Pour les restaurateurs, cette opération est une aubaine, mais aussi une nouvelle organisation en mode click and collect. Je trouve que c'est bien ce que la ville de Versailles a fait, ça permet aux restaurateurs de pouvoir se montrer, s'afficher. En fait, c'est un deuxième pôle de distribution, d'envoi, c'est vachement bien. Ça, c'est grâce à Métro aussi, ils donnent les moyens parce qu'ils nous prêtent des machines. Métro étant le premier fournisseur de la restauration indépendante depuis 50 ans, l'entreprise s'est proposée pour être le lien entre les villes et les restaurateurs et en leur apportant aussi leur aide. Ils se fournissent à la fois en alimentaire, mais le nouveau besoin de la vente à emporter est de plus en plus présent, donc on les fournit aussi là-dessus. Voilà. Et c'est vrai que c'est pas leur métier de base d'être sur les marchés, donc on leur offre aussi un soutien logistique. Ce matin-là, sur le marché, beaucoup de curieux et de clients satisfaits. Nous, on trouve ça très très bien. Nous, on fait souvent emporter parce qu'on considère que ça leur permet de tenir le coup. On espère qu'ils arriveront à surmonter la crise et qu'ils pourront rouvrir après. Donc je pense qu'on doit tous essayer de faire un petit effort pour les soutenir. Cette opération devrait perdurer dans les semaines à venir jusqu'à peut-être une prochaine réouverture des restaurants. Pour refermer ce journal, sortons des Yvelines, direction la Vendée et les Sables d'Olonne. Retrouvés sur place, Mickaël Elmidoro, bonsoir. Bonsoir. Vous suivez pour nous, pour la rédaction, le Vendée Globe. La célèbre course à la voile arrive bientôt à son épilogue. Les premiers skippers en mer depuis le 8 novembre devraient arriver sur place dans les prochaines heures. Et parmi eux, Mickaël, un Yvelinois, le rambolitain Louis Burton, qui fait la course dans le trio de tête. Va-t-il l'emporter ? Alors on n'en sait rien, Grégory. Le scénario est vraiment complètement fou cette année. Les spécialistes parlent même d'un scénario digne d'Hollywood, rien que ça. À l'heure actuelle où je vous parle, dans le sprint final, Louis Burton n'est pas le favori après avoir passé la journée de dimanche en tête du classement. Il est désormais à la 3e place du classement à 24 heures de l'arrivée. Il a été dépassé par Charlie Dalin et Boris Herman. Mais rien n'est joué, il peut tout aussi bien gagner la course que terminer au-delà de la 5e place pour être le plus haut possible. Le skipper yvelinois a pris une option plus au nord pour rejoindre les Sables d'Olonne. Si cette option ne paye pas, il pourrait terminer au-delà de la 3e place à cause des compensations de temps données suite au sauvetage de Kévin Escoffier qui, rappelons-le, est le cousin par alliance de Louis Burton, Jean-Luc Cam, qui est aujourd'hui 8e, pourrait par exemple terminer sur le podium avec ses 16h15 de compensation. En arrivant au Sable d'Olonne, j'ai pu discuter un petit peu avec sa fan Servane Escoffier et elle est très confiante sur la fin du Vendée Globe de Louis Burton. Elle pense peut-être qu'il terminera sur le podium au minimum. Est-ce que Louis Burton va terminer ce Vendée Globe en tête? Réponse dans 24 heures, Grégory. En tout cas, la victoire est peut-être déjà là, symboliquement, puisque Louis Burton, qui était 11e, a fait aussi une remontée fantastique lors de sa traversée du Pacifique. Alors racontez-nous un petit peu, Mickaël, l'ambiance au village, dans le port des Sables d'Olonne. On sait que le Vendée Globe est un événement populaire qui rassemble beaucoup de public chaque année. On imagine mal cette année avec la crise sanitaire des Seines de Liesse pour l'arrivée des skippers.
Oui, malheureusement, pas de scène de liesse cette année au Sable d'Olonne. L'arrivée prévue du coup demain soir en soirée pourrait également empêcher les habitants de la commune de venir ici à cause du couvre-feu à 18h. Du coup, pas de public, ou très peu en tout cas. On imagine quand même que les gens regarderont cette arrivée depuis leur balcon au minimum. Il y aura quand même un petit peu d'effervescence autour, notamment dans la journée. Il y a des panneaux publicitaires, par exemple, sur le Vendée Globe, un petit peu partout dans la commune. Il y a également des ronds-points qui ont les noms des skippers. J'ai pu voir notamment en arrivant tout à l'heure au Sable d'Olonne le rond-point Louis Burton, par exemple. Il y a également, par contre, un petit peu d'effervescence ici dans le village, ici au Sable d'Olonne. Il y a notamment 300 journalistes qui sont présents, des journalistes qui sont venus du monde entier. Ils font des duplex, par exemple, comme moi en ce moment même. Ils sont tout autour du port. En tout cas, il risque d'y avoir quand même un peu plus d'effervescence demain, avec notamment cette arrivée prévue en soirée. Même si le public ne sera pas présent, je pense que Louis Burton signerait tout de suite pour remporter la victoire, même sans public. En tout cas, Mickaël, vous aurez la chance de suivre cette arrivée depuis les Sables d'Olonne. Merci, on croise les doigts pour Louis Burton. Peut-être espérer une première place dans ce Vendée Globe pour le skipper de Rambouillet. Merci d'avoir été avec nous. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, nouveau numéro du 7-8 Culture présenté par Justine Brasier. Très belle soirée avec TV78.